plus là. Voilà, qui ne seront pas là. Du coup, nous, on va essayer de commencer la conférence. Et je vais d'abord commencer par présenter les invités qui sont avec nous ici. Il y a M. Samour Abdurrahman de Fraguino. Et M. Bangoura Mohamed aussi, qui est de Fraguino. Il y a aussi M. Bangoura Aboubakar de Fraguino. Ensuite, nous avons M. Antoine Bayol, qui est le responsable de la maison des jeunes du centre social de Tourcoing. Donc, au titre des invités, les voici. Et à tous les restes aussi, nous vous souhaitons la bienvenue. Également, nous avons pour conférencier M. Bach. Il a été étudiant à Lille ici, en sciences économiques. Il a aussi fait une option de contrôle de gestion à Paris. Si je ne m'abuse. Il a aussi été enseignant, professeur de français et de sciences économiques. Et aussi, il a été professeur à l'école des professeurs. Donc, voilà. Et aussi, il est militant des droits de l'homme, d'où sa présence ici. Donc, c'est lui que nous avons invité pour animer cette conférence. Et cette conférence, comme vous l'avez tous et toutes été invités, et vous l'avez tous et tous compris par là, quand nous l'avons dit que le thème portait sur la jeunesse et l'immigration clandestine. Donc il y a des conséquences aujourd'hui liées à cette immigration clandestine et je laisserai le soin à M. Ba de nous les présenter. Donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Très bien, merci à tous d'être venus donc répondre à l'appel de la CEGI. Bon, c'est je dirais, ça rentre dans une continuité, dans les initiatives prises donc par les bureaux qui se succèdent à la CEGI. La CEGI, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que tout le monde connaît, c'est l'association d'étudiants guinéens dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Haut-de-France maintenant. Et donc, je pense que de telles rencontres périodiques sont nécessaires pour pouvoir partager ensemble donc, nos réflexions autour à la fois des problèmes de société. Nous sommes dans un pays, nous vivons ici, nous sommes des citoyens. Cela veut dire que notre implication dans la vie du pays est très importante, pour que rien ne nous échappe comme par rapport à notre propre condition. Alors, je pense si je fais le tour, il y a une seule personne ici qui ne répond pas tout à fait en fait donc au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes majoritairement ici, largement majoritaires, nous sommes tous ici des immigrés. Il y a, et si je veux élargir maintenant par rapport à la défense de la cause des immigrés, je dirais même donc avec monsieur le président donc, de l'association du centre social du Roloir, nous sommes tous des immigrés. Alors, comme vous le savez, depuis maintenant, ça fait quelques années, ce sujet est fortement évoqué dans les médias, en France, en Europe, mais aussi dans le monde. On parle d'une crise migratoire au niveau mondial. On pourra l'évoquer, mais ce qui nous concerne particulièrement, c'est la situation en Europe et en France. Alors, on avait souhaité au départ donner directement la parole aux migrants, c'est-à-dire à ceux que l'on montre du doigt partout aujourd'hui en Europe. Ils sont là, auprès de nous, ils sont là à Lille, ils sont à Villeneuve-d'Ascq, ils sont dans toute la région, ils sont dans tout le pays. Mais nous avons pensé donc, comme il y a une association ici, l'association Fragui, et dans une certaine mesure aussi, parce que j'avais fait la démarche avec des membres en fait donc de la CEGI pour aller rendre visite à des migrants à Lille, nous allons donner la parole donc à Fragui. On pourra à la fois évoquer la rencontre que vous avez pu avoir avec les migrants,
Et deuxièmement, vous avez une double casquette en fait, bon, parce que vous êtes militant aussi au CSP 59, le comité des sans-papiers. Voilà, donc en quelques mots, à vous, messieurs les membres en fait, donc... C'est vrai que c'est un phénomène qu'on parle aujourd'hui, mais qui ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis des temps passés. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette vague d'immigration qu'on voit et en plus de la manière qu'on voit. Parce que quand on voit des jeunes de 15 ans, 16 ans prendre tout le risque qu'il y a pour mourir dans les eaux, et là, ça doit réveiller la conscience, d'abord nous, les Africains, mais aussi le monde entier. Même pas aujourd'hui rencontrés, même en Afrique. Donc ils étaient abandonnés à eux-mêmes, quoi. Donc nous sommes allés vers eux, ils nous ont expliqué leur situation. Voilà. Donc on leur dit, bon écoutez, nous pratiquement, tout ce qu'on peut faire, d'abord, la première chose c'est vous soutenir de façon sociale, et après le reste on verra. Il y a eu des démarches qui ont été faites jusqu'à ce qu'ils ont obtenu une avocate qui a défendu leur cause, parce que les enfants étaient confrontés à un problème administratif. Tous les documents qu'ils avaient, c'était des documents, disons, aux yeux des autorités françaises, c'est des documents qui ne sont pas valables. Parce que tout simplement, il y a eu un cachet, voilà, au niveau du cachet, là où on est les affaires étrangères, au niveau des affaires, il n'y avait pas S. Donc, du fait qu'il n'y avait pas S, donc les autorités françaises disent ils ont douté sur le papier. Donc, oui, la lettre S, quand vous, les affaires étrangères. Les fautes d'orthographe. Voilà. Donc, ça, ils ont douté sur les papiers, et ce qui a fait que les enfants sont restés dans une situation pénible. Donc, il a fallu faire un recours. Donc, nous nous sommes battus, accompagner les enfants à l'ambassade pour pouvoir remédier à cette situation. Donc, l'ambassade certainement a pris contact avec les autorités guinéennes pour expliquer la situation. Donc, chacun a placé ses arguments, quoi. Mais au finish, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que l'avocate s'est battue jusqu'à ce que les enfants ont été dispatchés au niveau des centres d'accueil, quoi. Donc, depuis ça, on n'a pas entendu parler de leurs problèmes. Mais, sauf que le président, celui qui représentait ces enfants, certainement, il est en contact, soit avec, il me semble, avec Assegui ou avec Fragui Nord, quoi. Donc, quand on les voit, ils nous expliquent, bon, on est là, on attend, voilà, c'est ce qui s'est passé, honnêtement. D'accord. C'est pas dans mes habitudes. On échange tous, tout de suite, en fait, donc, sur un tel sujet. Est-ce que nous sommes tous des immigrés? Nous qui sommes ici. Oui. À part monsieur là-bas, non? Alors, oui, à part monsieur là-bas, oui. Par ces convictions, on a élargi pour dire qu'on est tous des immigrés. Parce qu'il se reconnaît dans les causes. D'accord. Dans les causes et dans les droits des immigrés. En tant qu'êtres humains, ils ont des droits que rien ne peut bannir. Alors, on est donc tous des immigrés. Qu'est-ce qui fait de nous des immigrés? Parce que... Alors, on n'est pas dans notre pays d'origine. Alors, mais de notre pays d'origine, qu'avons-nous fait alors? On est parti de notre pays. Et si on parle de notre pays, c'est parce que c'est dans ce pays que nous sommes nés. Alors, et on a décidé d'émigrer, donc de partir. Partir. Et on arrive dans un pays qu'on appelle le pays d'accueil. Le pays d'accueil. Le pays d'accueil. Alors, dans le mouvement des personnes entre pays, comment cela se passe normalement? Lorsqu'on se déplace d'un pays à un autre, est-ce que c'est régi? Est-ce que c'est réglementé? Normalement, oui. Les visas. Alors, le mouvement des personnes est réglementé. Cela veut dire donc, si on veut rester dans un cadre légal, tout mouvement de personnes doit passer par les représentations diplomatiques
C'est-à-dire, il y a une demande de visa. Une demande de visa. Cette demande de visa, on va demander pourquoi voulez-vous aller en France, par exemple. Alors, ici, nous sommes par rapport à un public d'étudiants. C'est-à-dire, donc, les étudiants viennent pour faire des études. On peut aussi obtenir un visa, pourquoi? Tourisme. Le tourisme. Très bien. On peut aussi obtenir pour le tourisme. Pour l'affaire, santé. Et là encore, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour fuir aussi, tout simplement. Non. Mais non. Alors, on Comme peut obtenir un comme visa la Suède aussi pour affaires, des pour raisons. l'ambassade. Pour être réfugié. Pour raison d'affaires, business et demander. Alors, Pour les affaires. pour des raisons économiques. Économique, oui. Pour des raisons économiques. Alors, dans les raisons économiques, est-ce que la France a besoin de main-d'œuvre, par exemple? Oui. Est-ce que les pays ont besoin de main-d'œuvre? Oui. Est-ce que les pays recherchent une certaine catégorie de main-d'œuvre? Oui. Et donc, pour répondre justement à un besoin, par exemple donc de la France peut recruter des étrangers. D'accord? On leur donne le visa pour qu'ils arrivent en France. D'accord? Donc, cette immigration-là, comment va-t-on la qualifier? Non, elle est légale. Lorsque vous venez pour faire des études, lorsque vous venez en tourisme, lorsque vous venez parce que vous avez un contrat de travail, c'est une immigration légale. Donc, l'immigré, donc c'est une personne qui est née à l'étranger, qui obtient un visa légal, un visa pour rentrer dans et séjourner dans le pays. D'accord? Est-ce que cela tient compte donc de la nationalité? Et donc, l'immigration en France, est-ce un phénomène récent? Non. Est-ce que, donc s'il n'est pas récent, c'est un phénomène qui est très ancien. À différentes périodes donc, de l'histoire, par exemple, donc, si on prend le cas de la France a connu plusieurs vagues d'immigration. Donc des populations venues de l'étranger sont venues s'installer durablement, par exemple, donc en France. Alors, je prendrai les périodes les plus récentes. Les périodes les plus récentes, c'est la période en fait donc de l'industrialisation de la France. Vous avez ici, dans la région où nous sommes, vous rencontrez des Français, qui sont d'origine polonaise, des Français d'origine belge, des Français d'origine italienne, des Français d'origine espagnole, des Français d'origine portugaise. D'accord? Bon, c'est-à-dire donc, il faut savoir qu'après la première révolution industrielle, qui date donc de 1785 en Angleterre, ils sont les premiers, en fait, donc, à lancer la révolution industrielle. Et la révolution industrielle ici en France, elle a démarré donc en 1830. Où était la main-d'œuvre qualifiée par rapport à cette industrialisation? Elle était en Angleterre. En Angleterre. Donc la France, elle a fait venir des migrants. Non, en fait, elle a fait venir des Anglais. D'accord. Mais qualifiés pour apprendre aux Français. Comment on développe une industrie métallurgique, sidérurgique d'abord, et métallurgique. D'accord? Bon, c'est-à-dire donc la découverte de la machine à vapeur, et ensuite voir comment ces applications donc dans la sidérurgie, dans la métallurgie, ce sont les premiers pôles en fait donc de ces migrations. Il y aura maintenant une nouvelle génération d'enfants, ceux qui vont naître en France. Eux, ils vont pouvoir bénéficier de quoi? Du droit du sol. Du droit du sol. Ça veut dire donc, nés en France, ils sont français. Ils vont pouvoir acquérir la nationalité française à leur majorité.
Alors, ça c'est de l'immigration légale. L'immigration légale. Alors, ensuite, nous savons qu'il va se poser une question. En 1973, que s'est-il passé à l'échelle mondiale? Les chocs pétroliers. Voilà, le premier choc pétrolier. Ce premier choc pétrolier a plongé les économies occidentales dans une crise économique d'une extrême gravité. Cela veut dire donc que les entreprises vont faire quoi? Certaines entreprises vont fermer et certaines entreprises vont licencier. Et au total, le chômage va se développer et on va voir naître les premières tensions, d'accord, tensions sociales, bon, entre les populations autochtones, ou encore on peut utiliser un autre terme que les sociologues connaissent, c'est le terme indigène. Le terme le plus approprié, c'est le terme indigène. D'accord? Bon, mais après, on l'a appliqué. Les indigènes, on ne parle pas des Français indigènes, on va parler des Africains indigènes. Bon, voilà. Mais donc, le terme maintenant qui est retenu, bon, et qui passe, c'est le terme autochtone. Alors, c'est dire que les tensions sociales vont naître. On va dire que les immigrés ont pris le travail des Français. Alors aujourd'hui, vous entendez parler de priorité nationale ou de préférence nationale. Bon, cela veut dire que pour l'emploi doit être d'abord accordé prioritairement aux Français. Mais pour le patronat, il n'entend pas les choses comme ça. Lorsqu'il a une main-d'œuvre qui répond à ses besoins, qui ne coûte pas cher, qui a joué un rôle très important en France pour développer l'économie française. Il faut avoir conscience de cela. Et ce n'est pas uniquement au niveau de la production. L'immigration aussi a participé à la cotisation, aux cotisations sociales. Si on a une assurance maladie, si on a des caisses de retraite, etc., l'immigration a participé à alimenter ces caisses. Alors, c'est aussi par rapport à la démographie. La population française, elle a augmenté aussi donc avec l'immigration. Parce que le taux de fécondité des femmes françaises est inférieur au taux de fécondité des femmes issues de l'immigration. Alors, excusez-moi. Donc il y a eu des apports en fait donc de l'immigration qu'il ne faut pas renier. Et il faut se dire aussi que on est salarié, on travaille, on paye des impôts. On travaille, on paye des impôts, on paye ses cotisations. On participe à la vie de la cité. On est des citoyens. On est des citoyens à part entière. Et de ce point de vue-là, les immigrés vont s'organiser de plus en plus, donc en s'impliquant dans la vie nationale. Certains vont demander à acquérir donc la nationalité française et de devenir donc citoyens de plein droit. Par exemple, donc le droit de vote. Ce sont des luttes aussi que les immigrés ont menées en France. Et tout cela a permis de changer et d'améliorer la condition des immigrés. Alors, pour parler en fait donc de l'immigration, bon maintenant, l'immigration illégale. L'immigration, on parle de l'immigration illégale, l'immigration clandestine ou de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui rend une immigration clandestine ou irrégulière ou illégale? Quand? Alors, c'est le fait qu'on rentre sur le territoire sans avoir l'autorisation, sans avoir le visa pour oui. rentrer sur le territoire. Oui, alors est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Eh bien non. C'est tout ce qui n'est pas légal. Alors, légal. oui, d'accord. Dès lors qu'elle sort du cadre légal, légalement, ils viennent s'installer. Alors, On s'installe dès... donc il y a ceux qui arrivent sans avoir un visa d'entrée donc sur le territoire, d'accord? Et
il y a ceux qui arrivent aussi légalement, mais pour une durée bien précisée, d'accord, et qui se maintiennent sur le territoire. Alors, quels sont ces cas-là? Quels sont ceux qui rentrent légalement et qui se maintiennent après sur le territoire? Les étudiants. Il y a des Touristes, les étudiants. il y a les visas touristiques. Certains. Ensuite, il y a aussi les étudiants. Il y a aussi les étudiants. Des étudiants qui, à la fin de leurs études, font le choix de rester en France et demandent le changement de statut. Alors, ce changement de statut peut être refusé. Et si la personne, l'étudiant en question, reste sur le territoire, il devient illégal. Et sous quelles conditions elle peut être refusée? Pardon? Quelles sont les conditions dans lesquelles... On va poser les questions après. D'accord. Bon, alors, ensuite, si on prend un visa touristique, le visa, la durée classique, c'est 3 mois. Et celui qui se maintient sur le territoire après, Il devient illégal. voilà. Ensuite, maintenant, on a évoqué tout à l'heure des personnes donc, qui arrivent et qui, à leur arrivée, ils demandent le droit D'asile. Le droit d'asile. Le droit d'asile se demande une fois qu'on est arrivé sur le territoire. Alors, et ce droit d'asile, lorsque il y a des conditions, bien sûr, donc, pour pouvoir faire la demande, c'est pourquoi, d'une manière générale, il faut avoir été persécuté dans son pays d'origine pour délit d'opinion, par exemple, pour des raisons politiques. Et donc là, vous pouvez faire la demande d'asile. Est-ce qu'elle est systématiquement accordée? Non. Et ceux qui rentrent illégalement et qui se maintiennent donc sur le territoire, quels sont les plus nombreux? Qui se maintiennent. Ceux qui sont rentrés légalement. Ceux qui rentrent légalement. Voilà. Les plus nombreux, non mais parce que lorsqu'on parle de la crise migratoire, tout le monde a l'impression que ceux qui viennent clandestinement sont plus nombreux, alors que c'est le contraire. Les plus nombreux des immigrés, ce sont les immigrés qui sont rentrés légalement et qui se sont maintenus sur le territoire. D'accord? Voilà. Alors, donc assez rapidement, bon maintenant, pourquoi parle-t-on maintenant donc de la crise migratoire? Pourquoi parle-t-on de crise migratoire? Qu'est-ce qui fait du phénomène donc de la migration, de cette immigration, que ça puisse prendre un caractère de crise? La pauvreté, tout simplement. Non, c'est pas ça. Les guerres. C'est? Les guerres. Non. Le chômage. C'est d'abord, si on parle de crise migratoire, il y a une arrivée massive. Il y a une arrivée massive de migrants qui viennent aux portes de l'Europe, qui viennent aux portes de la France par exemple. D'accord? On parle de crise migratoire. Et cette crise migratoire n'est pas uniquement, je dirais, tournée vers uniquement l'Europe. Cette crise migratoire existe aussi du côté, Atlantique. disons, de outre-Atlantique, justement, aux États-Unis, bon, au Canada, mais il y a aussi en Australie. D'accord? Bon, il y a une crise migratoire donc qui aujourd'hui a pris une dimension mondiale. Et face à ce phénomène, il faut donc que le problème soit pris en compte à la fois par les Nations Unies et aussi par les États, surtout donc d'Amérique du Nord, et aussi donc bon, par l'Union européenne. Bon, parce que c'est pas les migrants qui arrivent, ils arrivent donc bon, par la Méditerranée, ils arrivent par les Balkans, ils arrivent bon, par l'océan Atlantique, et bien donc de tous côtés, et ils arrivent massivement. Alors, et à leur arrivée, ils viennent à l'assaut de ce que
ils considèrent étant un Eldorado où ils peuvent trouver une vie meilleure. Alors, vous aurez à poser en fait donc des questions donc sur maintenant. D'abord, commençons par les causes de leur départ en fait donc des pays. Qu'est-ce qui fait partir toutes ces personnes en fait donc de leur pays d'origine? Quelles sont les principales causes de leur départ? Alors, on parle de la pauvreté. Ensuite, alors, donc, des problèmes économiques, la pauvreté, donc La guerre, c'est tout. Alors, il peut y avoir aussi donc la guerre. On a parlé aussi donc de crise politique, il y a des situations de dictature, de mauvaise gouvernance, hein, donc qui peuvent aussi expliquer le départ de certaines personnes. Les années à venir, que l'on voit davantage, si rien n'est fait, que les migrations vont être beaucoup plus massives, bon, du fait, disons donc, des changements climatiques. C'est-à-dire donc que les causes sont nombreuses. Les causes sont nombreuses. Et selon les régions, si je prends le cas de l'Afrique par exemple, quelles sont les causes, disons, que l'on peut mettre en avant pour l'Afrique? Alors, des raisons économiques. Donc, oui. Alors, oui. Des raisons économiques. Ensuite, il y a des pays qui sont en guerre. Si on prend la situation de, par exemple, en Érythrée, au Soudan, voilà, la Somalie, ce sont des pays qui sont en guerre depuis de nombreuses années. Et on voit de nombreux Érythréens, on voit de nombreux Somaliens, on voit des Libyens et des Soudanais qui viennent ici. D'accord? Bon. Donc, raisons économiques, raisons politiques, ou encore les raisons climatiques. Ce phénomène, bon, par rapport aux Africains, non, ce phénomène n'est pas encore arrivé ici. D'accord? Bon, alors, mais si on prend le Moyen-Orient, c'est la situation de guerre. Alors vous avez vu la situation en Syrie, ça a expliqué des mouvements massifs donc de population, bon, et qui sont venus par les Balkans par exemple, et certains sont venus par la Grèce, etc. Et cela, bien sûr, a engendré une situation humanitaire d'une extrême gravité. Ça veut dire donc qu'ils partent par milliers. Est-ce que tous arrivent en Europe? Beaucoup vont perdre la vie. Alors, en Méditerranée, ils perdent la vie dans l'océan Atlantique, ils perdent la vie aussi au Sahara, parce qu'il y a certains qui traversent le Sahara, ils prennent le risque au péril de leur vie, bon, pour venir en fait donc ici en Europe. Alors, maintenant lorsqu'ils arrivent, vous savez, il y a eu des milliers de morts en Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Il a fallu, comme les médias diffusent certaines images, ça a fini bon, par bouleverser l'opinion publique, ça a fini par bouleverser les peuples. Donc, l'Europe ne peut pas être une Europe forteresse, refoulant ou refusant l'entrée en fait, donc, de tous ces migrants, qui, pour certains en tout cas, beaucoup ont péri là, devant nous, et au quotidien, nous assistons à ce drame. Il fallait bien sûr que quelque chose soit fait. Alors, l'Europe a pris des décisions justement bon, pour assister en fait donc ces migrants qui parfois donc sont en situation de naufrage. Il faut les secourir. Ceux qui arrivent maintenant en Grèce, ceux qui arrivent en Italie, ceux qui arrivent en Espagne, ils demandent quoi? À vivre. Ils ont besoin de s'alimenter, ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'avoir une identité. Voilà. Non. On parle
de leur situation ici. Bon, maintenant, si on veut s'attaquer à l'origine, c'est-à-dire au départ, ça ne concerne pas ceux qui sont là. Ah si, C'est ce que je Mais non, attention. même s'ils viennent de là. Non. Ils sont déjà arrivés. Maintenant, pour prévenir, pour qu'il y ait moins, parce que vous savez aussi un aspect que je n'ai pas évoqué, bon, c'est cette population-là, lorsque vous la regardez, ce sont essentiellement des jeunes. Des jeunes. Ce sont des jeunes. Et la jeunesse, c'est l'avenir de tout pays. D'accord? Alors un pays qui laisse partir, qui voit partir sa jeunesse, c'est un pays qui compromet aussi son avenir. En tout cas, une partie de son avenir. Donc, si le pays n'a pas les moyens de retenir ces non, attention, justement, là, lorsqu'on parle des causes, on parle des guerres. Les guerres, qui est responsable des guerres? L'Occident. Bon, non mais, on pose la question. On a notre part de responsabilité. C'est des affaires économiques et occidentaux. Deuxièmement, on a des dictatures, dans nos pays. Qui sont approuvées par l'Occident, soutenues par voilà, et soutenues par l'Occident. Mais on a notre part de responsabilité aussi. Donc il y a des situations dans nos pays qu'il faut changer. Des situations dans nos pays qu'il faut changer, bon, pour permettre aux jeunes, à la jeunesse, d'avoir un avenir dans le pays d'origine. Mais comment? D'accord. La question que je pose, il y a la question de l'éducation. Mais en fait, là, je pense que sur les ingrédients, on sera tous d'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment agir dans le but de permettre à ce que le pays puisse accéder à un niveau de développement qui puisse faire en sorte qu'il retienne tout simplement sa jeunesse ou bref, tous ses talents. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on ne va pas me dire qu'en 50 ans d'indépendance, qu'il n'y a jamais eu un intellectuel ou quelqu'un qui avait vraiment des convictions et qui était assez patriote pour œuvrer afin que, je sais pas moi, que tous ses compatriotes puissent aspirer à un avenir meilleur. Mais à chaque fois qu'on a eu vraiment, c'était concret, à chaque fois qu'il y a eu des propositions concrètes pour permettre à un État souverain de se développer, la Guinée c'est un exemple parmi tant d'autres, jamais on a été accompagné. Alors on va toujours nous dire oui mais chez vous il y a beaucoup de corruption, chez vous vous êtes assez pauvre, mais bien sûr, quelqu'un qui est pauvre, qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins de subsistance, forcément il est vulnérable, forcément la corruption elle est juste à côté. Et moi c'est quelque chose que je conçois et que je comprends. Pour faire court, je voudrais ici vous dire, et je vous appelle à réfléchir d'abord donc sur ce qu'on a l'habitude, nous Africains, de faire, c'est d'aller à la victimisation systématique. Non mais attendez. Attends. C'est d'aller à la victimisation systématique. Pendant longtemps, c'est ce discours que j'ai du recul et j'ai de l'expérience là-dessus. J'allais y venir, mais vous bon, alors, je réponds rapidement parce qu'il y a d'autres aussi qui vont poser des questions. C'est dit donc, moi je pense que le moment est venu pour que nous prenions toutes nos responsabilités, bon, par rapport au changement auquel nous aspirons. Au lieu de parler d'abord de ceux qui sont dans nos pays d'origine là-bas, mais ceux qui sont ici, actuellement ici, quelles sont les démarches, d'accord, qu'on peut faire pour ces gens-là, les enfants qui aujourd'hui viennent de rue, quelles sont les solutions qu'on nous trouver par rapport à ceux-là d'abord, au lieu de parler de ceux qui sont en Afrique là-bas. Ça, c'est un. La deuxième leçon, c'est qu'il faut impérativement, si vraiment vous voulez qu'on discute clairement la situation donc, pour tous ceux qui veulent parler, ils lèvent la main, ils s'interrogent. Pas plus d'une minute d'intervention. Et voilà. Et vous laissez la personne aller. Voilà, au bout de ses idées. Si vous n'entendez pas les gens qui sont en train de. Moi qui distribue la parole. Voilà, allez-y. Oui, allez-y. Par rapport à ce que disait aussi que M. Ba a dit, il y a vraiment deux solutions, deux actions à faire. C'est ici sur le terrain. S'il vous plaît. Sur le territoire et du côté de la Guinée directement. Et on ne peut pas travailler directement ici sans régler le problème à la base. Parce qu'on a beau régler le problème ici, ils vont continuer d'arriver. Si en gros c'est mettre un pansement à chaque fois. Donc il faut que ceux qui sont conscients de la situation travaillent ici et que d'autres répartissent le travail pour travailler. Si, comme M. Ba l'a dit dans sa préparation, son intervention, la France a pu accueillir des vagues d'immigration régulièrement, sans aucun souci pour la population, la vie sociale, on va dire. C'est parce qu'il y avait de l'emploi, il y avait de la possibilité
je veux dire, après de s'insérer socialement parce que les personnes avaient un emploi, elles avaient pu faire venir leur famille et tout est compté. Si l'Allemagne a pu accueillir aussi plus d'1 million de Syriens, d'Afghans, des gens qui venaient, c'est parce que le patronat allemand a fait pression entre guillemets, auprès de la chancelière en disant mais nous, il nous manque de la main-d'œuvre. L'Allemagne a des problèmes de natalité, contrairement à la France, qui a un taux de natalité qui est tout de même assez important. Donc c'est vrai que c'est ce million d'Afghans ou de Syriens qui arrivent là, ou Turcs qui arrivent en Allemagne, vont pouvoir être intégrés dans la vie économique aussi. Donc on est là bien. Et après, je reviens sur l'histoire d'économie, c'est que oui, après, les pays européens qui ont colonisé les pays africains, c'est aussi après, s'ils sont restés, ou s'ils ont gardé une certaine forme de pression comme ça, c'est parce qu'il y avait une pression économique. C'était facile pour nous, Européens, d'aller chercher ou le pétrole, ou les minerais, ou les ceci, ou les cela, et de puiser des richesses naturelles, des ressources naturelles des pays en voie de développement qui auraient pu totalement aussi s'organiser autrement aussi. Donc, moi je pense qu'il y a, je veux dire, on voit bien aussi qu'il y a c'est à double sens ces aspects économiques, mais c'est facile aussi pour les grandes entreprises européennes d'aller. Alors, en France, l'Europe, tout n'est pas rose ici, donc ceux qui sont là ont plus besoin d'assistance, mais d'abord il faut fermer le robinet, parce que si on se met à aider ceux qui sont là, à chaque fois qu'on va aider un, il y a 2 qui vont venir. On va s'occuper de ces 2-là, il y a 3 qui vont revenir par après. Donc c'est à partir de là-bas qu'il faut faire ce qu'il y a à faire. Stopper. Ouais, il faut essayer de réduire. Ceux qui sont là aujourd'hui, il faut leur voir aujourd'hui les conditions qui mènent ces enfants-là aujourd'hui. Pourtant, si ce n'est pas ton cousin, c'est le cousin de M. Ba. Si ce n'est pas M. Ba, peut-être c'est une institution à moi. Mais il faut les voir aujourd'hui. On aura pitié de ces gens-là. Moi, c'est que quand j'ai dit conscientiser, c'est pour faire un appel, un cri d'alarme. C'est le livre de l'île ici. Qu'on se lève et qu'on se dise qu'il est temps d'aider ces enfants-là aujourd'hui. Même ça ne reste que trouver des habits, ça ne reste que trouver à manger pour ces gens-là aujourd'hui. Moi je pense, une fois que tu as ça, là tu as gagné le combat. Et même si tu demandes aujourd'hui d'asile, mais tu ne peux pas parler de ta maman là-bas, ils ne vont pas t'écouter. Toi qui es là, c'est de dire les problèmes de contre toi qui est devant lui. C'est pas ton cousin qui a des problèmes là-bas ou c'est pas ma maman qui a exposé des problèmes. Non, 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 non. Quand tu demandes l'asile, on dit, monsieur, toi d'abord. Ah oui, je pense qu'elle est dans la même démarche que vous. Pour elle, il faut d'abord aider ceux qui sont là. Parce que de toute façon, ils ne peuvent plus rentrer là-bas. Donc, pour conscientiser, il faut ceux qui sont là. Oui, mais c'est ça, on va faire des choses là-dedans. Non seulement dans notre pays ou dans nos différents pays, mais aussi à l'Occident. On est confronté aujourd'hui à des difficultés. À un moment donné, M. Ba disait tout à l'heure de ne pas aller directement à une victimisation. C'est vrai. On peut le dire comme ça. Mais, c'est 2 choses qui se valent, quoi, normalement. Parce que si l'Afrique se développait aujourd'hui, je crois qu'à un moment donné, l'Europe n'aura pas besoin, ou plutôt, l'Europe n'aura pas besoin l'Europe a besoin de main-d'œuvre, mais où trouver de main-d'œuvre? Ça, c'est un. Deuxièmement, on prend typiquement le cas de Libye. Le Libyen ne sortait pas. Malgré qu'il n'y a pas de démocratie, comme disaient les Occidentaux, mais un Libyen ne sortait pas. Parce que tout ce que le pays produisait était à leur portée, était dispatché en un mot, était distribué à la population. Et ce qui faisait que les Libyens étaient fixés chez eux. Donc, depuis qu'il y a la guerre, à cause de quoi? À cause du pétrole. Parce que Kadhafi est resté il y a un bon moment. Depuis combien de temps Kadhafi est là? Il n'y a pas eu de problème. Donc, ça, quand on regarde cet aspect-là, on se dit à un moment donné, voilà, il y a ces États, il y a l'ONU même qui fait partie de cette vague d'immigration. Parce que
À un moment donné, il y avait les Africains qui venaient vers la Libye pour venir ici ne passaient pas. Donc, il faut voir ce problème-là. Non seulement le problème économique, parce que si j'ai bonne mémoire, aujourd'hui, on ne parle plus de coup d'État dans les pays africains. On ne parle plus. Mais à un moment donné, après les coups d'État, il y a eu les rebelles. Les rebelles aussi, on ne parle plus. Maintenant, c'est les Occidentaux, la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc., qui, pour aller chercher l'économie, pour aller puiser dans l'économie de ces pays, parce que c'est là où se trouvent les matières premières, il faut trouver quelque chose, un moyen. Et ce moyen-là, c'est de provoquer la guerre, ou provoquer autre chose, ou mettre des chefs d'État de façon... de chefs d'État qui font la dictature et qui leur soutiennent. Donc, il y a tous ces peuples-là qui font quoi. Qui viennent. C'est vrai, quand une personne est dans une situation urgente, c'est nécessaire d'agir pour l'assister, etc. Mais il va falloir que les gens aient conscience d'une seule chose, c'est que on va traiter en fait les causes, c'est à la source qu'on les traite en fait. Ça c'est. Mais deuxièmement, c'est qu'il faut, dans nos différents pays, il faut à la fois une indépendance politique et une indépendance économique. Et sur ces deux plans, il n'y en a pas du tout en fait. Comme moi je vais juste m'inscrire en fait dans le cadre économique, personne ne parle en fait aujourd'hui quand on dit les échanges inégaux en fait dans le commerce international en fait. Les gens, il faut que les gens sachent que nos matières premières en fait, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Ce sont les Occidentaux qui fixent les prix. J'ai vu en fait une histoire au fait Boigny en fait qui disait dans les années en fait, quand il était au pouvoir en fait, qu'il fallait enlever par exemple 5 tonnes de cacao pour avoir un camion et 2 ou 3 ans après, il lui a fallu 10 tonnes pour avoir le même modèle en fait. C'est-à-dire plus on exporte, plus on s'appauvrit. Mais, et que les gens sachent aussi que ceux qui dirigent en fait, ils ont intérêt à ce que la population ne s'éveille pas, à ce que la population n'accède pas à une certaine culture en fait, à un degré d'éducation. Pourquoi? Parce que dès que la population est consciente, ils ne peuvent pas du tout en fait faire tout ce qu'ils font à leur langue, que ce soit de l'ethnostratégie ou bien que ce soit de venir à travers des manipulations, etc., etc. Et quand on dit aide au développement, quand on parle du FMI, de la Banque mondiale, tout ce système d'aide au développement et tout, ce sont des dettes qui encore enfoncent nos pays. Et ça, je me demande où est-ce qu'on va trouver des solutions. Mais il va falloir trouver des solutions par rapport à ça. On va revenir au conférencier. Oui, alors, moi je pense que vous avez compris les enjeux. Il apparaît très nettement que nous devons agir sur 2 plans. Premier plan, c'est par rapport à ceux qui sont là. Bon, les migrants sont, je dirais, lorsque vous allez dans les centres où ils se trouvent, il n'y a pas que des Guinéens. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Soudanais, etc. C'est-à-dire donc, si la CEGI prend l'initiative d'organiser une action qui soit à sa portée, oui, ce n'est pas uniquement, si vous voulez, il ne faut pas parler uniquement en termes matériels. C'est d'abord de reconnaître des citoyens. C'est reconnaître des êtres humains. Aller les saluer. Aller les écouter par rapport à ce qu'ils vivent. Cette reconnaissance, c'est quelque chose qui les réconforte. Voilà, c'est une solidarité qu'on leur exprime. De deux, si en plus de cette reconnaissance-là, de ce soutien moral qu'on leur apporte, oui, nous avons des aliments pour vous, nous avons des vêtements pour vous, de quels médicaments vous avez besoin pour voir si on peut, etc. Ensuite, il y a certains, du point de vue de l'accompagnement, on parle des mineurs là. Bon, je disais tout à l'heure, bon, il y a 2 jeunes Guinéens, bon, qui ont été accueillis dans des familles, mais il fallait par la suite leur trouver donc une école. Tous ceux qui sont mineurs, ils ont droit à l'éducation. L'État ne peut pas s'y opposer. Donc il y a 2 qui sont dans mon lycée. Bon, il y a un qui a 14 ans et un autre qui a 17 ans. Celui qui a 14 ans, il est en classe de 3e, et un autre qui a 17 ans, il est en classe de 1re. Bon, je les ai invités à la maison. Je suis à l'écoute pour les accompagner.
Si maintenant au niveau de la CEGI, vous pouvez, parce qu'il y a certains qui veulent étudier, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est à notre portée, quoi. C'est quelque chose qui est à notre portée. Alors, mais il y a nécessité en tout cas de manifester cette solidarité en direction en fait donc des migrants. Deuxièmement, sur le deuxième plan, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la CEGI a déjà engagé une démarche depuis quelques années. D'abord pour informer les candidats pour venir légalement, il y a déjà cela qui existe. Toutes les informations que la CEGI a envoyées au niveau de Campus France pour la préparation de la venue en France, c'est d'abord cela. Ça c'est normal. Deuxièmement, lorsqu'on sait que des Guinéens meurent au Sahara, on sait que des Guinéens ont été arrêtés, persécutés en Libye. Il faut le savoir, hein. Bon, il y a même eu du trafic, il y a un trafic humain en Libye. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Beaucoup de Guinéens, une fois, c'est 18 Guinéens qui sont morts à mer. 18. Et ils étaient tous de Mamou. Ils étaient tous de Mamou. C'est dramatique. C'est dire que ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter des informations. Des informations à qui? Des organisations de jeunesse. Parce que ça existe à Conakry. Des organisations qui sensibilisent justement la jeunesse sur les risques qu'ils prennent. Mais aller aussi, et il faut savoir aussi, il y a une chose que nous devons savoir, ceux qui quittent les pays, ce ne sont pas les plus pauvres. Hein. Non, parce qu'il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir partir. Il faut de l'argent. Et parfois, les familles font un sacrifice. Moi, je sais qu'au Sénégal, j'ai enseigné là pendant 4 ans, mais il y a des mamans qui prenaient leur or, vendaient, parce que il faut que tu ailles chercher. Bon, voilà, etc. Donc, ça veut dire que sensibiliser, passons par une organisation partenaire en Guinée, pour apporter des informations en tout cas sur l'idée, ici c'est une Europe forteresse, c'est pas l'Europe Eldorado, etc. Bon voilà. Et ensuite, c'est pas tout que de leur dire de ne pas venir. Comment nous pouvons soutenir des jeunes qui veulent d'abord et avant tout un emploi pour vivre en Guinée là-bas? Parce qu'aujourd'hui déjà le but même de cette conférence, c'est d'abord de prévenir, d'informer et de sensibiliser sur les risques liés à ce phénomène. Parce que nous avons constaté que c'est devenu presque un fléau qui gangrène notre continent. Parce que l'immigration concerne en fait tous les continents, mais ça concerne aujourd'hui beaucoup les continents africains. Donc, vous avez parlé tout de suite là des causes de l'immigration. Ben, on résume cela en disant que la cause principale pour l'Afrique, c'est la pauvreté. Parce que pour la plupart des jeunes, parce qu'on a dit jeunesse et immigration, des jeunes qui viennent ici, ils quittent leur pays parce qu'il y a un espoir. Alors, pour faire très simple, ce que je voulais rajouter à cela, c'est que parlant des risques de l'immigration, moi j'ai eu à m'entretenir avec certains jeunes et du parc des Olieux et même certains jeunes que je connais en ce moment qui sont un peu avec moi, avec lesquels j'échange. J'ai parlé une fois avec un des jeunes, quand il m'a raconté son histoire, franchement, j'étais écœuré. Quand il m'a raconté comment il a pu en fait traverser le Sahara pour venir jusqu'à l'île, et il m'a dit qu'il en a fallu de peu pour qu'ils meurent, parce qu'on les arrête, on les maltraite, ceux dont les parents ont les moyens, il y a tout un réseau, un trafic qui est en Libye, ceux dont les parents ont les moyens, quand ils envoient de l'argent, on les libère, on les fait traverser, ceux dont les parents n'ont pas les moyens, ils meurent là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Ce jeune-là m'a raconté ceci, il me dit, on était dans une prison, j'ai un ami, en fait il était décédé, mais ses parents ne savaient pas qu'il était décédé. Ils ont envoyé l'argent à Libye, on est venu l'appeler, il n'a pas répondu. Moi j'étais là, j'ai pris le courage, j'ai répondu à sa place. Mes amis m'ont dit ne fais pas ça, parce que s'ils s'aperçoivent que ce n'est pas toi, on risque de te tuer. J'ai pris le courage, finalement ils m'ont pris, ils m'ont mis à côté des autres. De là, on est allé dans la forêt, on embarquait des gens pour traverser la Méditerranée. Là aussi, j'avais pas d'argent. J'ai attendu qu'on embarque les gens, je me suis déshabillé, j'ai couru, comme ça on a traversé la Méditerranée, je suis arrivé à l'île. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de dire d'abord aux jeunes qui sont là-bas, venez en Europe, il y a des opportunités si vous voulez venir. Mais choisissez la bonne voie, choisissez la voie légale. Même si ce n'est pas un message qui est pas facile à les faire comprendre, mais je pense qu'on a ce devoir-là à faire. Choisissez la bonne voie, choisissez la voie légale. Alors, pour ceux qui sont là, qui sont venus, moi j'ai échangé avec beaucoup de jeunes. Le but aussi, c'est de les laisser faire des témoignages.
On a peut-être certains parmi nous, je connais un jeune parmi nous, peut-être qui va faire un témoignage, c'est qu'ils échangent leur expérience pour faire écouter ce qui sont là-bas, pour leur dire écoutez, quand vous venez par voilà les risques que vous prenez. Cela peut les dissuader, ça ne peut pas les empêcher à venir, mais ça peut peut-être les dissuader pour ceux qui l'écouteront de bonne oreille. Voilà, moi je pense que comme Oumar l'a dit, je vais terminer, comme Oumar l'a dit, le problème, il se résout à la base. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait de l'emploi en Guinée, par exemple, pour qu'on ne parle pas d'immigration, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais pour atténuer la situation. Il faut que les gouvernants, parce qu'il ne faut pas rester dans une victimisation, il faut que les gouvernants améliorent les conditions de vie des citoyens. Il faut qu'ils créent de l'emploi pour les jeunes. Si l'emploi est créé pour les jeunes du pays, si en fait les conditions c'est-à-dire de vie sont réunies, même si tous les jeunes ne viennent pas, mais la plupart vont se décourager, rester travailler. Et l'autre aspect sur lequel je vais terminer, c'est le cas de nous autres étudiants, immigrés aussi. Ben, il faut qu'on prenne conscience que le pays aussi a besoin de nous. Il faudrait qu'on essaie d'entamer ces démarches-là. C'est notre débat, mais je pense que c'est important de le dire, parce que pour ceux qui ont l'opportunité de travailler ici après les études, c'est de leur droit de travailler ici. Tout à fait. Mais pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de travailler ici, je pense que le pays a besoin de nous. Il faut penser à oui. Enfin, moi, je connais pas mal de jeunes. Ils ont eu le bac l'année dernière. Par rapport à l'orientation qui a été faite, il y a des jeunes qui n'ont pas choisi des options. Eux, leur a orienté. Et du coup, ils ont dit, voilà, moi, je ne vais plus étudier. Je ne vais pas aller à l'école. Par exemple, on m'a orienté à physique. Je n'aime pas la physique. J'aime pas les maths. On m'a orienté sur ça. Et que mes parents n'ont pas les moyens pour me payer pour aller dans une autre université. Et là, ils se sont dit, vu que je ne fais pas de cours, je fais rien, je suis obligée de venir en Europe. Et ça, il y a aussi d'autres qui sont motivés par ça. Moi, je connais pas mal de jeunes qui sont dans cette situation. Donc, c'est aussi un problème qui est inquiétant. Oui, pour les solutions, on est tous jeunes, on sait comment ça se passe. C'est pas ce qu'on montre à ceux qui sont là-bas, c'est pas ce qu'on vit ici. Donc je crois qu'il faut à travers parfois des témoignages montrer à ceux qui sont là-bas que c'est pas ce qu'ils croient. On est tous venus, on espérait tous que c'était beau, c'était tout, mais on a tous eu des problèmes. On a tous pleuré à notre arrivée. On mange des pâtes. Voilà, on a tous eu des difficultés quand on est arrivé. Mais on essaye de montrer aux autres, de leur donner une image qui n'est pas vraiment celle qu'on vit. Donc, à travers, par exemple, des témoignages, on peut essayer de dire, voilà, c'est pas ce que vous pensez, c'est rien de tout ce que vous pensez. Parfois, c'est l'enfer. Parce qu'on le vit, nous, on le vit, donc on peut le faire. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, il faut arrêter de vendre du rêve. C'est pas facile de vivre ici. Mais attention quand même. Attention, on a quand même beaucoup de chance. Je suis désolé, nous au moins, on a le temps pour penser à trouver des solutions. Je sais pas, c'est bizarre, mais on est déjà dans une situation de confort. On a le devoir. On a des problèmes parfois, la galère étudiante, le fait d'être loin de sa famille, plein de petites difficultés, mais on est des privilégiés et on n'a pas le droit, moi, même si c'est une bonne démarche, j'entends bien la logique derrière, mais on n'a pas le droit de refuser ou en tout cas de dissuader des gens qui veulent fuir la misère de devenir, en tout cas de se dire, putain, même s'il y a des risques, même si ça va être compliqué, mais moi aussi j'ai envie de me laisser un motif d'espoir pour m'en sortir. Je pense que ce n'est pas notre devoir. En revanche, ce qu'on peut faire concrètement, c'est-à-dire pour rejoindre ce que vous avez dit, je pense qu'il faut agir de manière urgente, c'est-à-dire une stratégie à court terme, comment est-ce qu'on aide ceux qui sont là. Mais le vrai combat, si vous voulez véritablement changer les choses, au lieu de parler théorique, parce qu'on sait plus ou moins tous quelles sont les difficultés et quelles sont les raisons de la crise migratoire, il y a un big problème, c'est quoi? C'est qu'on est pauvre et on est sous-développé. Alors tant qu'on va commencer à dire, à nous jeter, moi je veux bien qu'on soit un peu sado, qu'on se dise oui on est des victimes. Je suis désolé, on est des victimes. Et il faut d'abord... Je commence à dire, oui, c'est difficile mon frère. C'est très très dur. Je dis que nous-mêmes qui sommes là-bas, on regrette pour qu'on est parti. J'entends des gens qui disent... Ah, donc ça veut dire que même si nous allons mourir, mais il faut qu'on aille quoi. Donc, oui, c'est le désespoir, je peux comprendre. Ça c'est vrai. Des choses comme ça, on peut le conseiller, mais on ne peut pas lui dire de ne pas partir. Mais s'il faut venir légalement, il faut venir légalement. Évite de prendre le risque 99%. Le risque 99%, évite de prendre ça. Maintenant, concernant la question que tu as posée, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la première des choses, c'est
un soutien moral, d'accord? Comme chaque mercredi, à la place de la République, le comité de sans-papiers, voilà, manifeste. C'est vous qui êtes à FIV? Voilà, la FIV sur la rue Bernos. Le mercredi, à partir de 18h, donc c'est plein. On vient, on soutient les sans-papiers. Il faut manifester pour eux, parce que la préfecture est là, on manifeste devant la préfecture. Donc, quelque part, il faut que les responsables d'ici aussi prennent leurs responsabilités, parce que ce qui arrive, ce qui fait que les gens arrivent, ils ont une part de responsabilité aussi, qu'il ne faut pas ignorer. Parce qu'il y a, tu vois, il y a les États... On a parlé de l'ingérence. Voilà, les États, comme disait l'autre là, il n'y a pas d'amis en un mot. Les États entre amis, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est les intérêts qui les lient. Donc, si les intérêts sont là, ben, ipso facto, voilà, il y a la pauvreté qui s'accumule. Le développement des pays doit être normalement de 0,7% du PIB. La France ne dégage qu'actuellement 0,3%. En président d'association de jeunes, ici en France, c'est que je pense qu'il faut aussi travailler sur la conscientisation aussi des jeunes français. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va devenir, et on voit aussi des nouvelles générations de jeunes qui réfléchissent autrement, dire le rapport à l'autre et le rapport aussi à l'international, et cet aspect de comment on reprend la mondialisation d'une manière plus, je veux dire, coopérative, plus solidaire, moins libéral et tutti quanti. Bon. Et donc ça, je pense qu'on peut voir aussi apparaître, ici aussi en Europe, de jeunes entrepreneurs qui sont conscients aussi qu'ils doivent jouer un rôle dans le développement aussi économique dans d'autres pays pour leur propre développement. Et je terminerai là-dessus. Et après, ça c'est pour la France, donc je pense qu'on doit travailler très fortement aussi à la conscientisation aussi de nos jeunes ici concitoyens. Mais aussi chez vous, enfin, moi il me semble qu'au Sénégal il y a des mouvements comme Il y en a marre, il y a des mouvements aussi au Burkina Faso, il y a des mouvements de jeunesse qui se sont un peu politisés, mais en tout cas qui portent une parole aussi politique, qui portent aussi, je veux dire, un projet d'avenir. Parce que c'est pas tout, comme on le disait aussi tout à l'heure, d'avoir des constats, de se dire on va passer à un, mais c'est comment aussi on fait des nouvelles propositions et comment on rapatrie aussi chez nous, je veux dire en Guinée, des jeunes qui ont aussi du potentiel, des ressources pour pouvoir porter aussi ces programmes-là, dire des nouveaux cadres qui puissent aussi générer une nouvelle génération de... Organisé par la CIGI donc sur un thème donc la jeunesse et l'immigration illégale en France. Je crois que ça traduit déjà le choix du thème, choisit déjà une prise de conscience. Et c'est très important. Choisir et faire quelque chose. Je pense qu'on peut retenir, et je pense qu'on est d'accord sur l'action urgente à mener. Et pour cela, je suggère que, au sein de la CIGI, Fragui, etc., les associations qui sont ici, qu'on puisse se retrouver, faire un groupe de travail pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'urgence. Et deuxièmement, il ne faut pas s'arrêter à l'urgence. Il faut aussi